qui va venir. Quoi qu'il en soit, lançons l'émission tranquillement, et puis c'est parti. Et donc, pour ce premier épisode de la nouvelle année, j'ai décidé de tenter quelque chose de différent. Je me cherche encore un peu, hein. Le but, c'est quand même que je prenne du plaisir, et là, j'ai envie de faire un petit peu différent. Parce qu'à chaque fois, coder en live, c'est stressant, c'est fatigant, c'est pas toujours réussi. Des fois, oui, mais des fois, non. Là, j'ai envie de tenter quelque chose de peut-être un peu plus simple, un peu plus moderne, un peu plus interactif. Et comme je disais sur Twitter, avec surtout un peu plus de plus-value directement, que ce soit plus agréable pour les gens qui suivent. Coucou, Super Pika Boy, bienvenue. Et donc, je propose un nouveau format, comme j'ai commencé, très curieux de ce stream. Écoute, on va voir. Tiens, je passe en mode de jeu direct pour présenter... Ah, on a perdu Tota Coco. Et donc, le but, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà de ne pas m'éterniser pour une fois. On va essayer de tenir 90 minutes, c'est la première, faut s'échauffer. Puis on va essayer de condenser ça, vraiment rendre le tout un peu plus, pas forcément vivant, mais plus contrôlé, on va dire. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit plus confortable pour tout le monde. À commencer par moi. Toujours là, ça roule. Ah ouais, c'est les chiffres qui se mettent pas à jour. Donc, ce que je propose, ça va être deux parties. Une première qui peut durer, alors je sais pas encore trop, on verra. Soit 30, soit 45 minutes, dans lequel on fait un tour petit zoom si possible. Ah ouais, ok, ça roule. Après, j'ai pas fait un truc... Ah. Ok. J'ai pas fait un truc de foufou sur le... Ouais, là, il y a du blabla, mais ouais, je vais pas tout lire parce que voilà, sinon ça va être relou. Mais si je la fais en plus simple, vous voyez tous les onglets là-haut, c'est tous les trucs que j'ai envie de présenter, autant d'histoires que j'ai envie de raconter. Et donc une première partie qui sera plus un petit tour d'actualité, une petite revue des grandes infos. J'ai relevé trois sujets. Le drama autour des CFP. Après voilà, le but c'est de raconter des histoires et tout, c'est vraiment de se faire plaisir par rapport à tout ça. Donc premier sujet qu'on va évoquer dans la partie actualité, il y a le drama des CFP, enfin le drama, le terme il est fort, mais bon, voilà, à chaque fois je vais donner mon avis, mon ressenti, après en toute humilité, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Donc le drama des CFP, premier sujet. J'ai essayé de condenser un petit peu d'informations, c'est là tous les liens que je passerai à tout le monde après. Deuxième sujet, le sujet de l'open source, et notamment du contributeur qui s'appelle Marak, qui est contributeur sur même l'instigateur, le créateur de grosses libs bien utilisées, qui a fait une petite farce à la communauté. On va en discuter tout à l'heure, avec des répercussions, et puis là aussi mon avis. Et troisième truc, j'aimerais revenir sur l'Advent of Code, parce que pour moi c'était la première, et puis voilà, là aussi je peux raconter comment je l'ai vécu, donner 2-3 tips ou pas, enfin 2-3 ressentis. Et puis pour finir, une partie sur les infos en bref. Alors ça va tellement vite, il y a tellement de trucs pour essayer de piquer les bonnes informations, c'est jamais simple, mais il y a un petit peu il y a du croustillant, je pense. Et dans une deuxième partie, plus axé ça sur une forme de tool in action. Au départ, j'avais prévu deux technos. Fuite.js, qui est une techno pour voir si on a des memory leaks côté front-end. J'ai pu jouer avec, j'ai pu faire des trucs super intéressants sur Pix. Et un deuxième sujet qui était autour de longues performances dans Google, le fameux qui fait peur à tout le monde, que personne ne maîtrise vraiment, la bête, ce truc-là, là. L'onglet performance, comme j'en avais marre d'avoir peur, j'ai décidé de creuser. En vrai, ça m'a mené super loin, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes. Puis voilà, j'ai envie de partager tout ça. Voilà pour le programme. Si j'aborderai Fuite.js si j'ai le temps, si je vois qu'on est limite en termes de temps, tant pis, ce sera pour une prochaine. Voilà, bienvenue à tous les gens qui arrivent. Ouais, il pique cet onglet. Et le pire, c'est que quand on arrive à faire des trucs, il pique encore plus. C'est ouf. Bon allez, lançons. Premier sujet. Le drama des CFP. Alors, le drama, c'est un gros mot. Et tout est parti d'un tweet. Le fameux tweet de West.
Quentin Adam. Parce que bon, alors là, le CFP de Devox, ça y est, il est fermé depuis quelques jours. Mais bah, il y a Quentin qui hésitait à postuler, à poser un nouveau CFP. Et donc, bah, gentiment, humblement, voilà, de la bonne façon, il demande est-ce qu'il y a des sujets qui intéressent les gens. La plupart des gens, même quasiment tout le monde a été super sympa, jusqu'à ce que le tweet soit repris et cité par une personne. Là aussi, hein, tout autant admirable ou respectable, qui est Guilhem, pardon, et qui a un petit peu charrié le bousin en disant les conférences, pourquoi ça ne sert à rien de proposer des CFP, pourquoi vous n'avez plus envie d'y aller. Et à partir de là, c'est monté mais super vite, super loin. C'était un peu un gros délire. Et Quentin, qui a pas toujours la langue dans sa poche, a répondu avec un soupçon de quoi? Un soupçon d'ironie, etc. Fais attention à ton ulcère. Bon, à partir de là, c'était parti en couille. Mais on verra que ça se finit pas trop mal au final, avec des twists, des rebondissements. C'est compliqué comme... Ah merde, attends, c'est encore... c'est quoi? C'est encore la taille de fond comme sujet. C'est compliqué comme sujet. Ouais, mais on verra que ça se finit pas trop mal. Donc voilà, là ça a commencé à partir un petit peu en vrille. Et malgré tout, il y a du fond. Il y a quand même du fond. Bon, alors sur la forme, c'est un peu dégueulasse de part et d'autre, hein. Mais il y a quand même une idée de fond qui est de dire que le reproche qui peut être fait, c'est que c'est un peu un microcosme. C'est qu'on voit toujours les mêmes personnes, un peu toujours les mêmes sujets. Alors, en ce moment, on a du Kubernetes à fond. En même temps, le marché, il est comme ça. Mais surtout, dans la réponse de Guilhem, c'est qu'il y a il y a des tournures de phrases qui n'étaient pas forcément les plus adaptées. Notamment, à un moment donné, il parle de consanguinité, etc. Donc, c'est parti super loin, en vrai. Après, quand on déroule le fil, au final... Comme souvent chez les techs, j'ai l'impression, finalement, donc quand on déroule, voilà, ça s'explique un petit peu, etc. Et finalement, on se rend compte qu'il y a du fond, et puis ça parle plutôt pas trop mal, et à la fin, on arrive à faire émerger vraiment une discussion qui a un peu apaisé, qui est un peu plus sereine, où vraiment on commence à s'attaquer aux idées, au fond. Ça, j'ai trouvé ça super rassurant, super intéressant. Après, chacun son avis. Je donnerai mon avis hein, sur les CFP et tout ça. Le problème, c'est que voilà, ça c'est cool, ça se finit bien. Ok, c'est intéressant, voilà, tant mieux, on se quitte bons amis, tout ça. Sauf qu'entre-temps, la tweet aussi, c'est un petit peu emporté. Et là, il y a des gens, alors là, je prends l'exemple d'Arnaud, hein, mais c'est pas le seul, qui ont commencé à s'emparer du sujet et puis à se sentir attaqués directement. Est-ce que je peux tout à fait comprendre? Et à partir de là, se sont créés deux clans. Qui chacun ont exprimé de façon plus ou moins subtile leur position. Et voilà, ça s'est enflammé pendant 2-3 jours. Comme à chaque fois sur Twitter, c'est pas le média le plus approprié pour discuter, mais vraiment là où j'en viens à exposer un peu mon avis, ce que j'apprécie, c'est que à chaque fois, même si ça part un petit peu en vrille assez vite, de ce que j'ai pu déceler, c'est qu'à chaque fois, on finit par atterrir à avoir un vrai débat d'idées. Donc là, pour le coup, je trouve que la communauté tech m'a assez impressionné sur ce sujet. Bon, il y a quand même des clans, il y a quand même des gens qui seront irréconciliables, etc. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça intéressant de voir quand même qu'on arrive à émerger une discussion. Alors, c'est cool. Après, moi, mon avis sur le sujet, je vais être parti pris de dire que de défendre les gens qui font des CFP. Alors oui, il y a des choses. Effectivement, c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes têtes, c'est vrai qu'on voit beaucoup des mêmes sujets. En même temps, c'est des sujets qui sont dans l'air du temps. Les personnes qu'on voit, ce sont aussi des personnes qui sont dans l'air du temps. Ce sont aussi des personnes qui font que des gens vont venir aux conférences. C'est pas facile d'organiser une conférence. C'est pas facile de faire venir les gens, c'est pas facile de faire payer des billets. Toutes les conférences ne sont pas gratuites, tous les meet-ups ne sont pas gratuits. Et donc oui, pour faire venir, pour vendre, pour faire en sorte que les événements y continuent, il faut avoir des têtes de pont, il faut avoir des sujets qui rapportent.
Sachant qu'encore une fois, hein, le fond du sujet, c'est pas fait pour faire c'est rarement fait pour faire de l'argent. Je crois pas que ça soit fait pour faire de l'argent. Mais bah, on a besoin d'avoir quelques personnes qui portent les confs. Sachant que derrière, monter une conf, gérer des CFP, aller détricoter tous les sujets quand on a plus de 1000 sujets à détricoter en 2 mois, aller dire celui-là je prends comme sujet et celui-là qui est à peu près pareil, je le prends pas, c'est extrêmement compliqué. J'ai la chance cette année d'avoir 4 personnes qui sont au CFP de Devoxx. J'ai pu voir la galère que c'était pour elles et pour eux, et vraiment les gens ils donnent le maximum. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais encore une fois, je peux être témoin d'un peu loin, mais les gens ils font vraiment leur maximum pour essayer d'apporter de la diversité, pour essayer d'apporter de la juniorité. Sinon, bah, je pense que c'est une des raisons qui font que j'ai été pris cette année, enfin l'année dernière à Devoxx, c'est parce qu'il y a des créneaux qui sont dévolus pour les jeunes speakers. Alors après, les critères, on va sûrement prendre des gens dont on sait qu'ils maîtrisent un peu le sujet, dont on sait qu'ils présentent bien, dont on sait qu'ils ont déjà des choses sur Twitter, Twitch, YouTube, n'importe quoi. Oui, effectivement, mais parce qu'il faut pas trop se vautrer. On peut pas faire vendre des tickets pour 3 jours à 3500 et faire en sorte que les gens se vautrent. Ce serait bénéfique pour personne. Donc vraiment, je suis témoin de tous ces choses-là. Il y a des choses à améliorer, mais vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place, et je tiens à saluer tous les gens qui gèrent des confs, des meet-up, parce que vraiment, c'est pas un travail facile. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, je suis content parce que enfin, voilà, le sujet était pas si grave au final, et ça se finit plutôt bien. Voilà pour le premier sujet. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à donner votre avis, à dire si vous êtes plutôt en phase avec Guillaume, ou plutôt du côté des gens qui... plutôt à vouloir soutenir les gens qui font des CFP, sachant qu'on peut être aussi les deux. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur ce sujet que j'avais prévu de raconter? Non, diversité, ouais, le prix des tickets, tout ça. Ouais, moi pour le coup, hein, pour cette version de Devoxx, j'avais peut-être une idée sur la mort prétendue du développeur full stack. Finalement, comme beaucoup, j'ai eu la flemme, je passe mon tour pour ceux qui veulent se lancer sur le truc. Voilà. Super Picabug, plutôt d'accord avec toi, je comprends que la position d'Orga est complexe, mais je constate aussi qu'on voit toujours les mêmes partout. Effectivement, après il faut que les gens ils aient aussi le courage de poser des sujets. Et puis, pour se faire prendre, il faut aussi, je pense, avoir bien travaillé son speech. Ça demande du temps, et pour ça, il ne faut pas avoir la flemme. Ce qui était mon cas récemment, il faut vraiment prendre l'exercice sérieusement, c'est pas simple. Et des fois, il y a des sujets qu'on ne comprend pas en tant que relecteur, j'imagine, ou simplement dont on estime qu'ils seront de niche, qui passeront pas. Enfin, deuxième sujet, la petite blague Marac contre le reste du monde et contre GitHub. Et en face, tu as des gens dans ce métier. Ouais, je suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. Ça c'est un peu emballé autour de cette histoire. Ne pas être pris pour une conf ne remet pas en question les compétences techniques d'une personne. Bah ouais, on est complètement d'accord, et surtout de plus en plus de conseils que j'entends qui est donné par, on va dire, les gens un peu expérimentés pour les speakers qui se lancent, c'est n'essayez pas d'atteindre l'état de vous sentir parfaitement légitime. Tout le monde souffre du syndrome enfin quasiment tout le monde souffre du syndrome de l'imposteur, notamment au niveau des confs. Mais vraiment, il faut se mettre dans un état d'esprit. C'est un peu celui qui m'anime ce soir et qui va m'animer quand je vais présenter des choses que je maîtrise pas totalement. C'est venez et présentez des choses que vous avez découvertes. Ça va sûrement intéresser d'autres personnes. Ça fera peut-être gagner du temps. Au pire, ça vous fera une expérience que vous pourrez mettre en avant pour une prochaine conf sur laquelle vous voudrez investir encore un peu plus. Et ouais, ça s'est emballé cette histoire, et puis oui, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient frustrés. Moi-même, hein, j'ai postulé à 4 Devoxx avec au moins 7 confs avant d'être pris. Alors il se trouve que l'année où j'ai été pris, je connaissais pour une fois une personne dans le jury, mais je pense que c'était de la chance. J'ai confiance en toutes les personnes du jury, et même cette personne, Benoît, si jamais tu tombes dessus.
pour ne pas m'avoir sélectionné juste par copinage. Je pense pas. Honnêtement, c'est trop risqué de prendre quelqu'un juste par copinage. Non, c'est beaucoup trop risqué, en vrai du vrai. Bref, allez, deuxième sujet, le sujet Marc. Alors, j'ai eu vent de ce sujet, là aussi qui a enflammé la communauté tech, via Slack, où on a voilà, une petite communauté comme ça d'anciens qui sont passés sur Pix, et puis là on m'a juste envoyé un lien vers ce repository, et c'est tout, avec un emoji, mais qu'est-ce what the fuck? Et effectivement, what the fuck. Au départ, j'ai pas compris c'était quoi le sujet. Ok, j'arrive, je vois un repository Faker, ok, cool. Il est connu ce truc-là, il y a 1400 étoiles. Et en vrai, quand on s'y penche, donc j'ai pas compris tout de suite. Et quand on s'y penche de plus près, c'est là que ça devient un petit peu croustillant à plusieurs égards. Déjà, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de source. Donc un machin avec 1400 étoiles, pas de source, en plus c'est Faker.js, on connaît Faker.js, il est utilisé dans énormément de projets, plusieurs millions, il est téléchargé des millions de fois par semaine, c'est vraiment un gros projet de l'open source. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il n'y a pas de source, il n'y a rien, il y a juste une phrase un peu chelou, on va y venir juste après, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, moi quand j'utilise Faker.js, en général je fais npm install Faker.js, je sais pas sur quoi le machin il est hébergé. Marac, je m'étais jamais intéressé à qui c'est, etc. Ok, développeur pro, très bien. Est-ce que c'est un fork? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est quoi la blague, David? Et non, Faker, ce repository-là, c'est le vrai de Faker.js. Et c'est là que ça commence à s'emballer. En vrai, le créateur, Marac, qui est un contributeur de l'open source connu, qui a fait pas mal de projets à succès, qui sont utilisés dans énormément de projets open source, mais pas que, et c'est là le fond de l'affaire. Ce type-là, il a décidé de saboter tous ces repositories, je sais pas si c'est tous, mais une bonne partie de ces repositories, notamment les plus fameux. Donc Color.js, qui permet de mettre de la couleur dans des CLI Node. Je crois que je l'utilise d'ailleurs sur certains de mes projets. Il y a d'autres machins, il y a une plateforme de microservices, donc on a ce fameux Faker.js qui est utilisé beaucoup pour les tests, pour générer de la fausse donnée. Et donc Marac a décidé de saboter le projet et de couper le projet sans vraiment le couper. Et en mettant cette petite phrase, si je reviens en arrière, What really happened with Aaron Swartz? Alors là aussi, au départ, j'ai pas capté le délire. Ok, j'ai cherché, on tombe là-dessus, sur cette page-là, page wiki, Aaron Swartz. Et quand on lit, on se rend compte qu'en vrai, il y a écrit un activiste. Donc c'était un informaticien, un lanceur d'alerte, et surtout, si je me rappelle bien, alors là, je vais pas relire tout en live, mais donc c'était un informaticien brillant qui a travaillé sur pas mal de projets, notamment open source, et qui commençait à dénoncer le fait que des boîtes pro payantes exploitent, sacrée histoire Aaron Swartz, exploitent l'open source n'importe comment, juste pour faire du profit, sans quasiment jamais rien reverser au projet open source sur lequel qu'ils exploitent. Et donc cette personne-là, finalement, après des histoires compliquées, des menaces et tout, vraiment c'est parti super loin. Je vous invite vraiment à lire son histoire. Là je la raconte très mal, je suis désolé, mais voilà la page wiki. Finalement il s'est donné la mort parce qu'il n'arrivait plus à supporter tout ça. C'est à cette occasion que j'ai découvert l'existence et l'histoire de Aaron Swartz grâce au projet Faker. Alors et pourquoi tout ça? Parce que Marac il se trouve à peu près dans le même état d'esprit, à vouloir dénoncer le système, l'exploitation de l'open source par des gens qui au final font payer des licences extrêmement chères, qui sont par des boîtes privées avec du code privé. Ça fait... Alors, il y a Olivier Poncet. Je vous invite à suivre son compte, c'est super intéressant, à chaque fois il y a plein de trucs, qui a un petit peu raconté son histoire à Marac, et c'est là où j'ai découvert
Est-ce que c'est par lui? Non, c'est par lui qu'on découvre un peu l'histoire, que voilà, derrière, il y a un combat qui est mené. Et c'est quoi le truc? Ouais, voilà. C'est donc grâce à Photozik, merci, qu'on apprend l'histoire de Marak. C'est là qu'on apprend qu'il y a 2 ans, il a commencé à demander à ce que des gens viennent l'épauler, voire reprendre les projets. Il a annoncé il y a 2 ans que bah, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout plaquer. Dans ce cas-là, forquez les projets et maintenez-les, parce que moi, ça me va pas de continuer à passer de mon temps, mes compétences à développer des projets open source qui derrière bah, sont exploités n'importe comment par des gens qui font payer sans jamais rien reverser à la communauté. Donnez-moi au moins de quoi vivre, au moins de quoi payer mon travail, parce que là j'en ai marre et je vais tout plaquer. Et voilà, il y a 2 ans, il a commencé à exprimer cet avis, Marak, et bah, finalement, il est passé à l'acte. Alors, quand je dis passé à l'acte, c'est ce qu'il a simplement saboté sa propre librairie. Et voilà, ça nous mène à ce truc-là. Nous, sur Pix, on a eu un gros coup de chaud. Le jour où on a, enfin quasiment dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi, j'ai commencé à flipper sévère. Et on a mis en branle l'équipe de notre équipe SRE, des captains, pour surveiller les builds et surtout les mises en prod. Et une fois n'est pas coutume, on a pris la décision de couper les MEP. Normalement, chez nous, la MEP, c'est les mises en prod, c'est vraiment un des rituels ou une des actions les plus centrales. C'est vraiment sacralisé. Il faut dans nos façons de faire, il y a cette histoire de on doit pouvoir livrer dès qu'on en a envie. Donc tout est organisé autour de mise en prod chez Pix, c'est vraiment l'activité au cœur de toutes nos façons de faire. Et bah pour une fois, on a coupé le process de mise en prod pour dire à quel point on était pas serein. Le temps de comprendre ce qui se passe. Super Picable, il y a des histoires perso pas glorieuses aussi, visiblement, le garçon. Ouais, il est un peu spécial, hein, Marak, vraiment très spécial. Et donc pour revenir à Pix, mais en vrai je pense que c'est pareil pour pas mal de projets et d'entreprises, on n'a rien eu. Finalement, il s'est rien passé pour nous. Il s'est rien passé parce que, alors c'est là où ça va devenir un petit peu compliqué, qu'il y a un avis à prononcer. Il s'est rien passé parce que d'une part, bah, toutes les dépendances elles sont gérées par NPM.js, qui, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, autre lien, est-ce que c'était celui-là? Ouais, c'est l'histoire de Leftpad. Il y a quelques années maintenant, je sais plus, ça doit faire 3 ans, je crois, ou 4 ans, il y a un développeur qui maintenait une petite lib, mais toute bidon, mais vraiment un truc mais tellement débile, une lib de 11 lignes qui a pété les 3/4 d'internet, en tout cas des gens qui faisaient du développement. Et sa lib, alors je sais même plus ce qu'a fait sa lib, j'ai écrit 2 articles sur le sujet à ce moment-là. Yeah. Et donc sa lib a fait un truc mais vraiment bidon, je sais pas, genre de décaler d'un octet, tu vois. Là j'ai le code sous les yeux, je sais même pas ce que ça fait, mais beaucoup de gens, beaucoup de libs l'utilisaient. Et finalement le mec en a eu marre, il a dit vas-y c'est bon, il y a 11 lignes, en plus il y a des trucs modernes et tout, il n'y a plus besoin de ce truc là, j'ai pas envie de me faire chier à le maintenir, à chaque fois je me prends des PR, je prends du temps, ça m'occupe la tête, je coupe. Et donc il a coupé, et puis là ça a mis des centaines, des milliers de projets dans la panade. Et en réaction, bah, NPM.js, alors je sais plus comment ça s'est déroulé, mais ils ont fait en sorte que de rendre le programme toujours disponible, de rendre la dépendance toujours disponible. Et c'est là où ça commence à taper les limites de l'open source. Et nous récemment, on n'a pas eu de problème parce que depuis Leftpad, NPM.js a toujours cette protection contre les gros projets qui font que les grandes libs, alors je connais pas les limites, je connais pas les chiffres, mais les grosses libs qui sont vraiment utilisées par un maximum de monde, elles sont quelque part protégées par NPM.js, qui s'assure d'avoir toujours, de pouvoir toujours mettre à disposition les dépendances. Et c'est comme ça que nous, on n'a pas vraiment ressenti de difficultés. Et dans la foulée, si on en revient à l'histoire de... Alors merci Super Picable, c'est pour avoir une string de longueur de fixe avec ton contenu dedans. Genre 1, 1, 1, 1, 1, 1, ok. 0, 1, ok, 0, 0, 1, ok. Ouais, ça doit être un truc de ce genre. Et donc, bah, première protection, il y a une NPM.js qui s'assure que toutes les grosses libs, elles sont toujours à disposition de tout le monde.
Et autre point qui peut prêter, bah voilà, qui va prêter à un avis, enfin qui fait un petit peu mal, c'est GitHub qui a décidé unilatéralement de couper tous les accès, de retirer tous les accès de Marak à son compte, et donc à tous ses repositories. Et c'est extrêmement violent comme réaction, parce qu'au final, on se demande à qui appartient le code, et on se demande surtout à quoi servent les licences. GitHub qui se prétend être défenseur de l'open source, du code, des licences, de l'éthique, de tout ça. On voit que c'est pas si simple et qu'ils n'ont pas hésité. Alors, je crois qu'il est même pas le seul à s'être vu couper les accès, mais c'est là où ça commence à devenir un peu touchy. Dans ce cas-là, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment le code que j'écris, que je balance sur GitHub, est-ce qu'il m'appartient vraiment? Cette question elle est posée. Et pareil, à quoi ça sert les licences si derrière j'ai plus accès au code sur lequel je déploie? Enfin, on sent qu'il y a un truc pas ouf. Et sur le fond, le sujet est compliqué. Alors sur le fond, que ce soit GitHub ou Marak, NPM.js, je pense qu'il y a du bon. Sur la forme, que soit l'une ou l'autre partie, ça reste quand même critiquable. Dans tous les cas, nous, en tout cas côté Pix, et j'imagine dans plein de boîtes, quelque part, les mécanismes mis en place par GitHub et par NPM.js, ça nous a protégés. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vendre notre âme au diable et de trop se baquer avec GitHub, qui, rappelons-le, derrière appartient à Microsoft? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre trop nos œufs dans le même panier, qui est même pas un panier souverain? Bref, là aussi, le sujet il est vraiment pas simple. Je pense que de ce genre d'histoire, on va en voir de plus en plus. Ah ouais, si, un autre truc, ouais, le début de l'histoire, hein, là aussi, en creusant, on a le fin mot de l'histoire, le début de la réaction de Marak, qu'est-ce qui a poussé Marak à tout d'un coup se réveiller et faire cette petite dinguerie? Ok, ça fait 2 ans que ça décourait sur le champignon, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur? Eh bien, il se trouve que c'est l'histoire, enfin, c'est une supposition, c'est l'histoire de Log4j. Alors, je sais pas si vous avez suivi le bousin, mais à la période de Noël, il y a quelqu'un qui a découvert une faille de Log4j, une faille assez critique. Il était possible d'attaquer des serveurs en passant par Log4j. Là, je l'ai plus en tête, mais c'était vraiment pas très très compliqué. Et ce qui a fait réagir Marak, c'est le traitement qu'a réservé la communauté tech, et notamment les grosses boîtes qui là aussi se gavent d'exploiter de l'open source, et notamment Log4j. C'est le traitement que tous ces gens-là ont réservé à Log4j, qui leur sont vraiment tombés dessus, qui ont commencé à farfouiller le code, à envoyer un maximum à checker un maximum de choses de sécurité, qui ont découvert d'autres failles. Les 2 core contributeurs, ils en pouvaient plus, ils étaient passés en mode pendant 2 ou 3 semaines, ils ont bossé dessus pendant 17 heures par jour, enfin c'était de la folie. Et bref, les mecs ils sont juste en train de faire un petit programme qui a bien marché, ils prennent sur eux, ouais, il y a la gloire d'avoir un gros projet, etc. Mais ça marche bien, mais au final le truc il devient vraiment extrêmement contraignant, et surtout on voit qu'on porte toute une industrie sur le dos. C'est le fameux dessin, est-ce que je l'ai encore? Le fameux celui-là, la grande cybersécurité castle, Log4j. On est exactement dedans. Et donc ça, une des suppositions, un des trucs que j'ai pu lire, c'est que c'est l'événement autour de Log4j qui a poussé Marak à faire son truc. Voilà, si vous avez d'autres choses, d'autres détails, n'hésitez pas à les partager. Moi, j'avais envie de vous partager cette histoire avec vous parce qu'on fait tous, on consomme tous de l'open source, et le sujet il est important. Il est pas simple du tout, et voilà, ça me fait plaisir de partager cette actualité avec vous. Finalement, Faker.js a été forké. Ah, ok, intéressant. J'ai pas du tout regardé. À voir. 3e et plusieurs forks ont été merge ces dernières semaines. Ouais, forcément, il va y avoir un peu d'émulation, et puis c'est cool, on va peut-être avoir une communauté plutôt qu'une seule personne qui gère le machin. Au final, c'est ce que demandait Marak, et tant mieux pour lui, en espérant qu'il aille bien quand même. Allez, troisième gros sujet. En vrai, je vais pas y passer
tant de temps que ça, parce qu'il y a d'autres, j'ai envie de parler d'autres choses. Advent of Code, je sais pas si vous l'avez fait, je sais pas surtout si vous connaissez. Advent of Code, c'est une plateforme qui, à l'approche de Noël, propose un calendrier de l'Avent autour du code, qui peut être effectué sur n'importe quel langage. Moi, je l'ai fait en JS. Il y en a d'autres qui l'ont fait beaucoup de monde autour de moi l'ont fait en Rust, partiellement. Bienvenue au club. Je vois beaucoup de monde qui l'ont fait en Rust parce que y en a qui se servent de cet événement pour apprendre à découvrir un langage. Je connais aussi quelqu'un qui l'a fait en Python pour creuser un petit peu, voilà, pour devenir meilleur sur le langage Python. Et donc, le machin, c'est une plateforme qui est tous les jours à 6h du matin, je crois, en France, propose un sujet, un problème, le plus souvent un problème d'algorithmie. Et puis voilà, il faut essayer de le résoudre en fonction du délai dans lequel on va le résoudre. On va gagner des points, et puis à la fin, le but c'est de bien placer, mais ça, on va dire, c'est un but annexe. Chaque problème est divisé en 2 parties, c'est pour ça que vous voyez 2 étoiles là sur mon écran. Je vais le mettre un petit peu plus grand, mais pas trop non plus. Chaque problème est divisé en 2 parties, une première partie qui est souvent assez abordable, et puis une deuxième partie qui est plus ou moins abordable, qui a tendance à complexifier le machin, et c'est ça qui est intéressant. Le Advent of Code, je crois que ça existe depuis 2015, et jusqu'à présent, c'est marrant, j'ai 40 étoiles, bref, le chiffre 42. Et jusqu'à présent, j'avais, à titre perso, je m'étais jamais mis. Pourtant, ça fait bien 3-4 ans que j'entends parler du truc, mais à chaque fois, j'avais peur en vrai. Peur de pas y arriver, peur de passer... Non, j'allais dire pas passer trop de temps, mais en vrai, non, c'est vraiment peur de pas y arriver. C'est le syndrome de l'imposteur, hein. Ça fait 15 ans qu'on dev, on a réussi à faire des trucs pas trop mal, mais toujours peur de tomber sur des problèmes d'algorithmie avancés que je vais pas comprendre. Et ouais, vraiment syndrome de l'imposteur. Mais cette année, j'ai trouvé la force et puis j'y suis allé. Au passage, ce qui m'a donné le courage, c'est que au cours de l'année, je sais pas si vous le savez, mais depuis 1 an tout pile maintenant, j'accompagne plusieurs personnes. Maintenant, aujourd'hui, il reste un seul mentoré, mais j'accompagne en tant que mentor, j'accompagnais plusieurs personnes en tant que mentor. Je sais pas si t'es là, Dave, mais voilà, petit coucou à toi si tu vois l'émission en replay. J'accompagne des gens en tant que mentor, et puis l'idée c'est de discuter de code, d'autres choses, de la vie professionnelle, c'est de faire de la code review, de présenter des techniques et tout. Et donc j'ai été amené pour accompagner une personne à faire du coding game, parce que les coding games c'est ce qui intervient souvent dans les process de recrutement. Pour les gens que j'accompagne, c'est souvent compliqué. Et donc une fois, j'ai eu la chance en shadow, on va dire, de participer à une session de coding game. Et c'est là où j'ai découvert vraiment la plateforme. Ensuite, je m'y suis mis, et puis finalement, c'est suffisamment bien fait pour accrocher. Bref, ça m'a donné quelque part le minimum de confiance qui m'a permis de me lancer cette année sur Advent of Code. Et au départ, mon objectif, il était tout con, c'est d'atteindre le jour 6. Alors je suis content, j'ai réussi. Salut Nolwenn, ça optimise l'indicateur. Ouais. Mon objectif à la base c'était d'atteindre le jour 6, et puis finalement j'ai réussi. Et puis après, mon objectif c'était d'atteindre le jour 12. Alors je sais pas pourquoi si c'est 12, c'est parce que je crois que l'année dernière j'ai entendu des gens qui avaient abandonné jour 6, jour 12. Donc là je me suis fixé comme objectif d'atteindre le jour 12. Et puis après finalement c'était d'atteindre le jour 18. Sachant qu'à chaque fois ça me prenait vraiment de plus en plus de temps. Autant le jour 1 c'était torché en 45 minutes. Mais au fur et à mesure ça devenait vraiment compliqué. Je donne juste un exemple du jour 1. Voilà, c'est scénarisé, c'est vraiment bien fait. Là pour le coup en termes d'instruction, de problèmes tels que c'est posé, c'est vraiment bien fait. Je donnerai quelques tips à la fin de ce qui m'a permis d'aller jusque là, même si c'est pas jusqu'au bout, etc. Et puis une fois que j'avais passé le jour 18, je me dis bon vas-y, je vais essayer d'aller plus loin. Au final le plus loin c'était pas très loin après, parce que vraiment ça devenait tendu. Dans les petites histoires que j'entends sur Advent of Code, il y en a une sur laquelle je comptais beaucoup, qui disait que le dernier week-end avant Noël, c'est là où on se tapait les exos les plus durs, parce que l'auteur, Eric quelque chose, estime que là on a du temps et qu'on est chaud.
et qu'on a le temps de faire des exos un petit peu corsés. Dedans, il y avait de la manipulation, de cuboïdes et de machins en 3D, enfin bref, un enfer le bousin. Mais j'ai réussi à les passer. Il y avait aussi un parseur quelque part, un parseur Lexer qui se glisse quelque part, enfin des conneries de ce genre. Et je me dis, ok, je vais passer le dernier week-end, jour 18-19, et puis après ça va aller de plus en plus simple. Et bah non, jour 20 c'était galère, c'était un lundi. Et finalement, jour 21-22, j'ai lâché l'affaire, c'était vraiment trop dur. Les gens que j'entends, que j'ai écoutés, enfin avec qui je jouais, avec qui je faisais l'Event of Code cette année, qui eux ont l'habitude de le faire, ont tous dit, mais tous pour le coup tous, que cette année c'était le plus dur qu'ils aient rencontré. Et vraiment, c'était prise de tête. Mais au moins, je suis content, j'ai pu voir, ça m'a fait réfléchir. Et surtout, j'ai pu voir que je savais faire des trucs, c'était cool. J'ai découvert des algos, Float Filling, Dijkstra, d'autres machins. La manipulation de matrices, le calcul matriciel, toutes ces choses qu'on voit à l'école ou dans les études. On se dit que ça servira, mais finalement, ça sert et on comprend le machin. J'ai pu traîner sur Reddit, j'ai pu traîner dans pas mal de communautés, notamment avec Totacoco, n'est-ce pas? Et finalement, il y avait une vraie émulation, c'était vraiment cool. Voilà, moi je vous incite à le faire, vous mettez pas la pression. À la fin, je devenais obsédé du truc, hein. Et j'ai pas aimé l'état dans lequel je me situais à la fin, c'est pour ça qu'à la fin j'ai fini par abandonner. Mais essayez de faire les premiers jours, vraiment la première semaine, elle se fait à chaque fois en moins d'1h30. Allez, on va dire en 2 heures, même pour quelqu'un qui est pas très bon, ce qui est mon cas. Mais c'est toujours ça de prix. Un de mes objectifs un petit peu cachés, c'était de me dire vas-y, c'est bon, je vais au bout comme ça. Je pourrais postuler chez Google, je leur montrerai mon Advent of Code et puis ils verront à quel point je suis trop fort et qu'ils me feront passer des dettes sans moi. Peut-être qu'un jour je finirai, ne serait-ce que par fierté, voilà, pour pouvoir sortir cet argument si d'aventure je dois chercher un job un jour. Voilà pour Advent of Code. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Advent of Code? Ouais, si, le truc, c'est si vous voulez vous lancer. J'ai la même chose que toi, sauf le 19, les cuboïdes. J'avais vraiment la flemme et plus trop le temps. Quel enfer, les cuboïdes. Ah, j'ai fait un tweet à base de Lego sur les cuboïdes pour essayer de se représenter le truc en 3D et tout. Bref. Petit conseil si vous décidez de vous y lancer. À chaque fois, le machin il est bien fait de façon à ce que vous ayez toujours quelque part au moins un cas de test de bout en bout. Voilà, un jeu de données de test avec à chaque fois un résultat attendu. Alors je sais plus avec à chaque fois le résultat attendu. Et il m'a fallu combien 8 jours avant d'aller en TDD. TDD, ça m'a vraiment permis d'avancer, mais alors pas jusqu'au bout. Là aussi, hein, TDD c'est bien quand on maîtrise un petit peu le sujet, les technos, les algos, tout ça. Je vous cache pas qu'à la fin, j'étais pas en full TDD. En gros, je posais 2, 3, 4 tests couvrant de bout en bout pour chaque problème et pour chaque partie. Mais tous les tests intermédiaires, je les faisais plus. Il y a 2 jours où je me suis pris la tête à vraiment y aller en full TDD et poser des tests pour chaque méthode et tout. Et au final, c'était pas les bonnes directions, j'ai perdu du temps et voilà, là aussi il faut mesurer son TDD. Les premiers jours, j'ai réussi à le faire en TDD. À partir du jour 6, il a fallu que je commence à sortir, que je fasse des tests tout simplement. Donc j'ai commencé à sortir des tests pour jour 6. Après j'ai pu lâcher le machin. Le truc hyper frustrant c'était quand les tests y passent et que la réponse elle est pas bonne. Ça c'était l'enfer sur terre parce qu'on sait pas. On se dit mais merde comment je vais réussir à résoudre le bordel. Bref. Voilà, j'ai été jusqu'au jour... Ah oui, il y a aussi des... Il y a des leaderboards privés qu'on peut faire atterrir. Je suis jour 4. Big up à Vincent, Jonathan et Seb. Jonathan, putain, il l'a fait. Ah ouais, dans les dingueries aussi qu'on rencontre sur Advent of Code. Il y a des gens qui s'amusent à faire Advent of Code et à aller au bout, putain. Avec des langages, mais vraiment ésotériques. Et en l'occurrence, Jonathan, je vous invite à aller voir son repository. Il l'a fait avec des pointals. Les pointals, c'est du Uxen. Pour ceux qui connaissent pas, Uxen, c'est un émulateur d'assembleur. C'est une dinguerie. En gros, ça, c'est l'assembleur. Et il y a des gens qui sortent des algos de ouf.
qui se font des langages, parce que le jour 24, je crois que c'était carrément de recoder un pseudo-langage, qui font ça en assembleur et qui le font en une journée, et voilà, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Quoi qu'il en soit, mon Advent of Code à moi, il est sur mon GitHub. Peut-être, je dis bien peut-être qu'un jour je le finirai. En vrai, hein, je pense pas, parce que ça picote. Vous pouvez taper AOC 21, 2021, etc. sur GitHub. Vous allez voir, il y a plein de gens qui ont poussé leur solution. Allez, une petite dinguerie pour finir. Quand on... Ouais, ici, ouais. Ouais, on va dire là. Non, on va pas prendre ça. On va prendre un des exercices. Non, bon, je vais le faire comme ça à l'oral. Faut bien se rendre compte que donc les sujets ils tombent chez nous à 6h du mat. Je crois qu'aux États-Unis ça doit être de minuit ou 23h. À chaque fois, le premier qui réussit, en général, c'est en dessous des 10 minutes. Et quand le premier au monde hein, qui finit un exercice, il commence à taper le quart d'heure, ça veut dire que l'exercice il est hardcore et que les gens normaux ils vont passer 3 à 4 heures. Voilà, pour se donner un petit ordre d'idée. Je sais pas comment ils font. Ok, ils sont entraînés, enfin, là aussi toute admiration totale pour ces gens-là. C'est de la folie. Voilà pour Advent of Code. Je sais pas, n'hésitez pas à partager Python plus entraînement. Ouais, mais là aussi. Ah ouais, aussi, autre truc qui m'a surpris, c'est que quand on discute avec les gens, bah là aussi je peux montrer des choses, notamment le stack de enfin, le maternel de BetaGoo. On a une chaîne, il y avait 2 chaînes pour Advent of Code. Celui sans spoiler et celui avec spoiler. Ça marche ou pas? Ah non, je ne montre pas là. Je descends de la fenêtre, bougez pas. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Ah non, je peux pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas. Désolé, je vais faire beaucoup à l'oral. Et donc, ce qui est cool, c'est vraiment c'est toute l'animation qui est autour de ça. Tous les jours, je passais du temps sur 5 communautés, 4 Slack et un Mattermost. Et vraiment, il y a des gens qui sont prêts à aider. C'était cool. Vraiment une ambiance bienveillante, vraiment d'entraide et de soutien. Et ça, c'était super intéressant. Ça permet de progresser et parfois d'arriver à finir les sympa comme commis, voilà, commis BetaGoo, super sympa. Et ça permet de pas lâcher l'affaire trop vite. Voilà, c'était bien sympa. Moi j'avais un dernier mot là-dessus. Bref, je sais pas. Faites du Advent of Code, mais faites-le sans vous prendre la tête. Vraiment juste pour vous amuser et ce sera bien. Allez, dernier. En bref, pour finir, j'ai envie de finir cette première section. Mince, on arrive déjà au bout. Hein. J'ai commencé à 30, il est déjà 15, ça fait 45 minutes. Par quelques petites informations comme ça que je vais dispatcher. Plus un, c'était motivant d'être à plusieurs. Ouais. Première information, bon, pour le coup c'est du business. Cette semaine, enfin la semaine passée, on a appris que Conto, Back Market ont fait des grosses levées de fonds, ainsi qu'Encore Store. Alors aujourd'hui, je sais que le président Macron, il s'est félicité d'avoir 25 licornes. En vrai, il y en a 26,5. Quand on cherche, alors pourquoi le et demi? Bah parce que quand on cherche, apparemment il y a une licorne. Une licorne, hein, c'est une boîte qui existe depuis moins de 10 ans et qui a levé 1 milliard, enfin donc qui est valorisée à hauteur de 1 milliard. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle les a, mais soi-disant d'après le marché, elle vaut 1 milliard. Et donc Macron s'est félicité qu'on ait 25 licornes. En vrai, grâce à Anchor Store depuis la semaine dernière, on a une 26e licorne. Anchor Store, je crois que c'est une sorte de marketplace pour vendre à des professionnels plutôt sélectionnés. Bref, c'est un marketplace un peu de luxe. J'ai pas trop de délire, hein. Je capte pas la moitié des délires de la moitié des licornes, c'est pas grave. Je suis content qu'elle soit là. Donc 25e licorne française. Petite pour le petit côté croustillant, c'est que Conto, donc ils ont levé 486 millions, je crois. Ce qui les a fait passer en licorne numéro 1, en gros la plus grosse licorne. Et dans la foulée, alors je sais plus si c'est quelques minutes ou quelques heures après, Back Market a surenchéri avec une levée de fonds à 450 millions. Je crois que tout ça c'est ouais voilà, c'est ça, c'est indiqué là-dedans. Donc 450 millions quelques heures après, il me semble. Et ils ont repris leur place de numéro 1. Je sais plus c'est quoi leur valorisation, tout ça.
Bref, mon avis, c'est que, alors, je comprends pas tout cet argent, mais je suis content. Voilà, je suis content qu'on ait des boîtes françaises qui avancent bien dessus, qui soient là-dessus. C'est cool. Après, j'ai cru voir passer un avis que je partage, c'est que je suis pas certain que le lever de fonds ce soit la meilleure solution pour pérenniser une entreprise et l'aider à se développer. Avoir du revenu, de la RR, etc. Un développement organique, ça peut aussi bien le faire, et voilà. Mais je suis très content pour la French Tech. Je suis très content d'avoir une nouvelle licorne. Pour info, dans le monde, à octobre 2011, on comptait, si je me rappelle bien, 865 licornes. Aujourd'hui, je pense qu'on doit approcher les 700 licornes à travers le... attends, j'ai dit combien? 835. On doit approcher les 900 licornes à travers le monde. Ça veut dire au moins 900 milliards. Bref, c'est ouf. Voilà. Autre petite info. Ah ouais, je crois qu'il y en a encore une belle boîte française qui a dû faire une grosse levée de fonds de 500 plus millions aujourd'hui. Bref, voilà. Autre information. Je passe vite fait à tous ces trucs-là. Il y a une surprise sur la page de cookies chez Back Market. Ah, il faut que je vois ça. Alors, Back Market. Où est-ce que je suis? Je suis perdu. Ah, navigateur qui rame. Allez. Vivement que je m'achète une nouvelle machine. Pardon. Ok, Back Market, je vais augmenter la taille dès que je peux. RIP, trop d'onglets ouverts. Bah ouais, mais en même temps, on voit que c'est bien préparé, on voit que c'est bien calé et tout ça. Alors, une surprise sur la page de cookies chez Back Market. C'est quoi le... Mince, j'arrive pas à voir. Dites-moi en plus. Je clique dessus. Oh putain. On l'a mise... Ah au comics sans MS. C'est rigolo. Ouais, bah ouais, c'est marrant. Intéressant. C'est osé, j'aime. Merci pour ce petit truc. Excellent. Autre petite info. Il y avait quoi? Ouais, le truc de... du fou rire du matin. Mais il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. En vrai, c'est pas Zemmour et c'est pas Caroline Roux qui m'intéresse, même si la séquence a peut prêter à rire. Premier truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit ouais, bah, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas en langage en informatique qui pose une question piège à quelqu'un qui s'y connaît pas non plus. Ouais, voilà, bah, c'est assez rigolo. Non, en vrai, c'était là aussi c'est cool. Enfin, ce qui est cool, c'est pas ce truc-là, mais c'est quoi? C'est la question posée par Ben BRRD qui demande si effectivement ça doit être enfin il faudrait pas comment proposer des cours d'informatique à l'école. Donc on voit que la plupart des d'informatique, d'algorithmie, de code, la plupart des gens apparemment de son sondage, ça fait combien? 31 000 votes quand même. Ah ouais. Sont plutôt en faveur du pour. Moi j'ai répondu non. Alors là vous pourrez aller voir mon avis, etc. Mais c'est déjà tellement compliqué au niveau des calendriers. Il y a déjà pas si peu de moyens pour l'école que d'aller caser du code. Je pense que c'est pas le bon plan. Après, utiliser des maths pour travailler vraiment sur l'approche problème-solution. Effectivement, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Gros biais les votants, je pense. Ouais, il y a moyen. Ouais. Et bah justement, quand j'ai accompagné 3 personnes l'année dernière en tant que mentor, le truc qui revenait à chaque fois, donc c'était des personnes en reconversion, on va dire c'est plutôt les personnes que j'ai envie d'aider en priorité. Le truc que je vois, c'est vraiment la capacité à appréhender une situation, à appréhender un problème, à réussir à le comprendre, à le matérialiser, à en faire le tour pour pouvoir élaborer une solution. Et je pense que c'est vraiment un des trucs qui est le plus compliqué à faire en informatique. C'est un des trucs que je pourrais reprocher aux formations, à pas mal de formations courtes, formations de reconversion, c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent
En même temps, je comprends le truc, hein, ils mettent beaucoup l'accent sur les frameworks, React en tête, ou PHP, Symfony. Et du coup, les gens qui sortent de ces formations ou qui rentrent sur le marché, notamment les gens en reconversion, bah oui, ils savent faire du copier-coller, mais en entretien, c'est dur parce qu'on leur pose des problèmes et qu'ils n'ont pas forcément été habitués à avoir cette approche problème-solution. Et quand ils sont en période d'essai, quand ils démarrent vraiment le boulot, ce qui est dur pour ces personnes-là, bah, c'est justement de se rendre compte que merde, ça suffit pas de faire un copier-coller, c'est quel copier-coller je fais, quel composant, enfin dans quelle mesure, etc. C'est qu'ils n'ont pas suffisamment la capacité à bien aborder un problème et la capacité à matérialiser une solution, notamment en termes de structure de données. Donc qu'on apprenne le code à l'école, je pense que c'est overkill. Mais qu'on continue de faire le maximum pour bien enseigner la logique, vraiment ouais, la logique et la résolution de problèmes, ça me paraît important. Voilà pour ce petit sujet. Autre sujet, puis je vais aussi faire un petit coucou à Laurent Dev. Il est déjà 23, mais c'est pas grave, on aura le temps de faire un truc cool sur les Core Web Vitals. Surtout, la plupart des reconvertis vont finir sur de la TMA et du code dégueu. Beaucoup vont être dégoûtés de cette reconversion et de cette vision qu'ils vont avoir du monde de l'informatique, alors qu'en vrai, il peut y avoir des choses vraiment passionnantes. Et c'est compliqué. Mais on en reparle juste après des juniors. Voilà, on en reparlera juste après. Une petite info toute fraîche aussi, je sais pas si vous avez pu voir, mais c'est l'application Elise qui fait parler d'elle. Alors si j'ai bien compris, moi je l'ai pas installé, mais c'est une sorte de Tinder de la boutique. En gros, on vous pose des questions, enfin on vous sort des affirmations et vous swipez à droite pour dire vous êtes ok, vous swipez à gauche pour dire non je suis pas en phase avec cette affirmation, et puis à la fin ça vous sort un profil vous donnant de quel candidat sur les 49 aujourd'hui déclarés vous seriez le plus proche. Donc ça marche bien, ça a été fait par 2 personnes si je comprends bien l'histoire. Et il se trouve que comme l'application elle prend, et je crois qu'elle est utilisée par 300 000 personnes aujourd'hui, enfin bref ça devient une grosse application, et il y a des gens qui ont commencé à se pencher dessus, notamment Mathis Hamel, 2 petits jeunes, ouais, et il s'est penché dessus, et déjà il s'est rendu compte que le code il est pas open source, donc c'est toujours un petit peu, moi je suis jamais, c'est compliqué quand on a des applications sensibles, ça reste de la donnée sensible, hein, les choix politiques, de même que la santé, la religion, d'autres choses, ça reste une application sensible qui concerne la politique et les choix personnels politiques des personnes, et le code il est fermé, et donc c'est jamais, avec un algorithme derrière, donc c'est jamais, ça gratte un petit peu, et donc comme ça grattait Mathis, qui est tracé dans la commune cybersécurité, et il a été creusé le sujet, et notamment il a récupéré l'application, il l'a dépackagé, il l'a passé dans un moteur de reverse engineering, etc. Et il a réussi à craquer l'application. Alors là, vraiment, il faut le prendre avec des pincettes, c'est un white hat, il a fait ça, il a prévenu les 2 concepteurs quand il a vu ce qu'il pouvait faire. Il a vraiment fait ça dans, je pense, un maximum dans les règles de l'art. Et d'ailleurs il a contribué pour réparer certaines failles avec eux, mais ce qu'il a pu faire, c'est assez intéressant, c'est qu'il a pu modifier, il s'est rendu compte qu'il y avait certaines données qui étaient directement endues dans le code, il a pu récupérer le token d'API, donc il a pu appeler l'API directement, notamment avec des droits d'écriture, ça a été assez loin. Et derrière, il a pu modifier les propositions des candidats, enfin bref, il a pu impacter un max de monde. Donc voilà, faut faire attention à cette application. Au départ, je pense que c'était un petit délire. Je suis pas certain que ce soit une grosse application. Je pense que c'était plus. J'espère que c'était un petit délire. J'ai pas checké un délire de 2 personnes. Sauf que faire un truc comme ça sur 30 personnes dans son école et à partir du moment où ça commence à toucher 300 000 personnes, c'est plus le même délire et il faut faire attention. Donc méfiez-vous de ces applications. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sur l'application Elise, mais voilà, je voulais partager ce truc-là. Là aussi, il y a le thread. À la fin, je balancerai tous les liens. Voilà, vous pourrez aller voir. Dernière petite info, putain, en vrai, ça fait 1 heure. Merde, ça passe trop vite.
J'ai participé cette semaine à un live de Alors on Dev. Son blast c'est @AlorsOnDev tout attaché. La fameuse Abeba qui parlait du syndrome de l'imposteur, tout ça. Vous pourrez retrouver quelques-unes de mes interventions vite fait en tant que senior. Mais voilà, j'avais envie de lui envoyer un petit peu de force à ses vies sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, surtout si vous êtes junior. Elle a toujours de très bons conseils, et puis c'est bien aussi d'avoir son ressenti. Je crois qu'elle a 2 ans d'expérience maintenant. Et voilà, je recommande sa chaîne. Il y a d'autres critiques sur le fait que tout soit chez AWS. Ah ouais, AWS, avec des infos perso, genre code postal et avis politique. Effectivement, il y a tout ça. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Elise dans le thread. Voilà, il me reste plus qu'une demi-heure pour passer à la partie de code. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire, et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont pouvoir découler de là. Voilà pour la partie actu. Allez, on va passer à la partie code, à la partie tech. Le fameux onglet. Trop bien cette revue d'actu. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et donc, l'onglet tech, l'onglet performance, c'est là tout le truc. Ce fameux onglet qui il me fait peur depuis des années. En plus, je le vois qui devient de plus en plus fourni, de plus en plus puissant, et à chaque fois, ça fait flipper. Donc, j'ai voulu m'y intéresser, et comment ça se passe? Première chose, performance tab, pardon. Hop. Je vais le faire en live. Je vais essayer de montrer des trucs